L'ERN qui parle de culture, tiens, vu qu'en plus l'ERN, vous le savez, c'est quand même des gens qui ne font que parler de l'avalanche culturelle et de protéger la culture française et de ne pas se faire grand remplacer au niveau culturel, parce qu'ils font que en parler. Donc moi, en fait, je suis curieux, parce que typiquement, je sais que j'avais regardé il y a quelques années, il y avait un article Mediapart sur les projets culturels des candidats aux européennes. Du coup, c'était l'année dernière pour les européennes de 2024, et ça revenait sur ça, sur qu'est-ce qu'il y avait en termes de culture. Et en fait, ce qu'on notait, c'est qu'il y avait que dalle parce que l'Europe ne gère pas la culture. L'Europe, en fait, s'en fout de la culture et est plus pour le fait de faire en sorte que que tous les pays de l'Europe aient des cultures différentes, en fait, et une pluralité de cultures. En fait, l'Europe n'intervient pas dans la culture des pays individuellement. Ils s'en foutent, en fait. Et donc, globalement, personne ne parle de culture, à l'exception, et c'était ce qui était noté d'ailleurs dans l'article de Mediapart, de l'extrême droite, du programme de Zemmour et du programme du RN, puisque les deux parlaient de protéger la culture française, protéger la culture européenne, des trucs du genre. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Rien, parce qu'en fait, encore une fois, l'Europe ne gère en rien la culture. Le seul État le seul moyen de gérer la culture, c'est au niveau local et au niveau national. Et donc, du coup, moi, je suis curieux, parce qu'on avait parlé déjà ici de l'amendement du RN qui visait à supprimer le financement du CNC. J'avais parlé du fait que c'était absolument ridicule, que ça n'avait aucune teneur, que c'était absolument dégueulasse évidemment. J'ai retrouvé le tweet, voilà, je le mets là sur le côté, mais en fait que c'était juste débile, c'était vraiment juste débile, c'est-à-dire que ça parle notamment du côté exception culturelle française, du fait qu'il y a beaucoup trop de taxes, pour des projets souvent orientés idéologiquement, uniformes pour une rentabilité nulle, enfin voilà, c'est vraiment un amendement dégueulasse, qui a été rejeté évidemment, parce que c'est nul quoi, et on rappelle les gens, le CNC, premièrement, c'est pas vos impôts. C'est absolument pas ça, ne rentrez pas dans la propagande de l'extrême droite, mais ne rentrez pas là-dedans, c'est vraiment un truc où il faut pas commencer à dire oui c'est des impôts, c'est de l'argent public techniquement, parce que c'est de l'argent qui est taxé sur des billets de cinéma, qui rentre dans le cinéma et qui en fait repart dans le cinéma. Et c'est là aussi, deuxième point, c'est que le CNC c'est un système vertueux, c'est-à-dire que si le cinéma se porte bien, le cinéma sera financé. C'est tout. Vraiment, c'est ça. La trick des impôts CNC. Mais oui, non, mais ça dit ça par rapport au CNC Talent notamment, parce que le CNC Talent, du coup, c'est la branche du CNC qui finance Internet pour des sommes ridicules, les gens. Et encore une fois, d'ailleurs, on est trop gaslight par les sommes données, etc. Notamment, c'est le compte Destination Ciné qui fait que mettre en scène le fait que tel film a eu 3 millions, 4 millions de budget, 5 millions de budget. En fait, c'est ridicule. Globalement, la moyenne de financement d'un film français, c'est 4 millions, à peu près. 1 million pour faire un film. En fait, globalement, vous verrez bien que c'est ridicule, vraiment, c'est que dalle. Et évidemment, il y a des films amateurs qui se font pour pas grand chose. Je pense notamment, par exemple, à Grand Paris, qui a été fait, je crois, pour une somme ridicule de genre 30 000 ou 300 000 euros, je sais plus exactement. Mais vraiment, qui avait un budget ridicule. Mais sinon, la moyenne des budgets en France, c'est vraiment 4 millions. Parce qu'en fait, rapidement, tu payes les acteurs. Et en plus, les acteurs sont pas super payés non plus en France. Tu payes aussi les techniciens. Il y a la TVA, il y a plein de trucs à rentrer en compte, etc. Et en fait, rapidement, pour bien payer des techniciens de l'audiovisuel, bien payer des artistes auteurs, tout ça, ça monte très rapidement. Et en fait, globalement, tu divises un peu en 3 parties le budget d'un film. C'est l'allocation de matériel, donc vraiment le côté très matos, tout ça. Et après, du coup, il y a payer les gens et les cotisations pour payer les gens. Donc c'est vraiment 2 tiers du budget, c'est juste payer les gens. Donc voilà, j'ai touché 15K pour un budget de 30 000 pour financer une série animée de 6 épisodes, ce n'est rien. Oui, 6 épisodes, alors je sais pas la durée des épisodes, Click, mais déjà bravo à toi, évidemment, on s'en est déjà parlé. Mais globalement, financer en fait une série d'animation, c'est ridicule d'avoir 30 000 euros, hein. C'est vraiment que dalle pour 6 épisodes. Alors je sais pas si c'est 10 minutes, 20 minutes, ça peut tout changer. Si c'est 20 minutes, c'est ridicule, vraiment, c'est que dalle. Si c'est du 5 minutes, c'est aussi pas beaucoup, mais vraiment, c'est rien. Et c'est vraiment un truc où, encore une fois, c'est 15 000 balles. J'imagine du coup que c'est le CNC Talent, parce qu'en plus, on en a un peu discuté et tout. Mais si c'est le CNC Talent, c'est vraiment un truc où c'est ridicule, où en plus, c'est fait sur une taxe, je crois que ça prend genre 1% des revenus de YouTube en France. Pour les reverser aux artistes du CNC, quoi. C'était une petite série il y a 5 ans, il y avait avec le CNC Talent, c'est 6 épisodes de 4 minutes, donc ça fait rien. Oui, voilà, c'est vraiment que dalle d'avoir, parce que du coup, pour produire 6 x 4, 24 minutes d'animation, 30 000 euros,
c'est que dalle, c'est vraiment que dalle, genre vraiment c'est nul, enfin c'est nul, rappelle hein, les gens, en plus le budget des films d'animation, là je disais par rapport au budget des films français globalement c'était 4 millions, le budget des films d'animation c'est plus gros parce que bah, l'animation ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps que de tourner un film, et globalement le budget d'un film d'animation moyen, donc du coup qui dure... En plus, généralement, les films d'animation, c'est genre du 1h10, 1h20, des trucs du genre. C'est rarement plus de 2 heures. Je crois qu'il n'y a pas de film d'animation français qui dure plus de 2 heures. Hein. Ou alors, c'est vraiment une anomalie. Mais globalement, c'est à maximum, même en moyenne, 1h30, quelque chose du genre. Et ce qu'on observe tout le temps, c'est que la moyenne du film d'animation en France, c'est 8 millions. Donc c'est le double, hein, globalement, de la moyenne du cinéma français global pour financer un film français. Et c'est du coup avoir 30 000 pour 24 minutes d'animation, c'est ridicule, genre vraiment c'est que dalle. Donc c'est pour ça que encore une fois le CNC, nous il faut pas dire que c'est beaucoup trop, que c'est énorme, parce qu'en fait ça donne des sommes qui semblent astronomiques, c'est ridicule par rapport au budget de la culture, par rapport au budget de l'armée, par rapport à plein de budgets, c'est ridicule, et surtout par rapport à tout ce que rapporte la culture. Je rappelle que le PIB de la culture, enfin l'industrie de la culture rapporte plus que l'industrie automobile en France. Vraiment, ça fait plus de bénéfices que toute cette industrie-là de l'automobile. Donc encore une fois, oui, il y a du financement, mais ça paye. Ça paye vraiment, quoi. Donc c'est pour ça que tout cet amendement-là, c'est ridicule, évidemment. Mais moi, j'ai envie de voir comment est défendu cet amendement par le RN lui-même. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma ? Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que dans le cadre de ce projet budget de... Donc déjà, alors je rappelle que je crois que Jean-François Chenu, c'est vraiment le potentiel ministre de la Culture. Alors, si je regarde ministre de la Culture RN, il me semble que c'est lui vraiment, parce qu'il y avait un type qui voulait vraiment ministre de la Culture potentiel du RN, mais je crois que c'est vraiment le monsieur entre guillemets culture, j'ai envie de dire. Et moi, c'est vraiment quelque chose où... j'ai l'impression que c'est pas non plus le type le plus calé, j'ai envie de dire, et c'est pourtant Sébastien, j'ai dit Jean-Pascal Sébastien Chenu, oui, tout à fait, et j'ai l'impression que c'est celui qui veut vraiment être le ministre de la Culture, alors que, encore une fois, on va regarder à quel point il est calé, parce que, je veux dire, je vais pas dire non plus qu'il faut être calé vraiment à 100% en matière culturelle pour être ministre de la Culture, mais quand même, à la limite, regarder quelques films, tu vois, dans l'année. En plus, on a quand même un cinéma qui est ultra vivant, et je vais pas dire, oui, mate les 4 films qui sortent par semaine tout le temps comme moi. Non, évidemment que non, parce que bah, la culture, c'est plus large que le cinéma, ça, je m'en rends bien compte. Et je veux dire, avoir Rachida Dati qui est là, évidemment, c'est pas quelqu'un qui respecte la culture. Moi, je me souviens évidemment de cette grande vidéo de la part de Anna Mouglalis, quand elle réagit à Rachida Dati qui a été nommée ministre de la Culture. Oui, forcément, ça me fait rire parce que en fait, du coup, elle découvre que Rachida Dati est ministre de la Culture. Et alors, c'est quoi cette vidéo de con? Mais elle découvre ça en même temps que les spectateurs, tout ça. Pourquoi il n'y a pas de vidéo? C'est chiant ça, j'avais vu une vidéo à l'époque. Donc bref, en tout cas je sais qu'il y a une vidéo qui existe comme ça, je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'ont, mais c'est sûr que Rachida Dati, ne serait-ce que ça, c'est déjà vraiment une fraude quoi. Et on rappelle d'ailleurs un autre truc aussi, c'est que voilà, j'ai retrouvé la vidéo d'Anna Mouglalis qui réagit du coup à la nomination de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture. Queen évidemment, Anna Mouglalis, que vous avez déjà vu notamment dans Baron Noir, et qui joue Doran 2, qui joue plus ou moins le rôle de Macron, enfin voilà. On vient d'apprendre à l'instant que Rachida Dati était nommée ministre de la Culture. Non. Voilà, juste ça, c'est déjà une très belle réaction. En plus là, je crois qu'elle était sur un piquet de grève, si je me trompe pas, pour la culture, pour l'intermittence, si je me trompe pas. Je sais plus exactement dans quel contexte c'était, mais clairement... Voilà, tout est dit, je trouve, dans ce genre de contexte-là. Donc déjà, juste Rachida Dati, c'est déjà une fraude, c'est déjà mort dès le départ, et c'est déjà quelqu'un où en soi, à part, d'ailleurs, un vrai truc, hein, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme, qu'est-ce qu'il y a eu comme acte de la part de Rachida Dati envers la culture, même Franck Riester, je sais qu'il y avait eu des trucs en mode l'année blanche, je crois que c'était lui qui avait décidé, qui était un des anciens ministres de la culture, mais clairement, sinon, il y a que dalle, et il n'y a pas eu de grands...
travaux au niveau de la culture pour aider vraiment les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Notamment, moi je pense aussi, du coup tout le contexte de l'année blanche avec le Covid, ça qui a été mine de rien un bel acte de la part de Macron. Il faut reconnaître que au moins il a fait ça. Et moi je reconnais aussi quelque chose, c'est que mine de rien, qu'est-ce qu'on a vu de la part de Rachida Dati comme acte culturel? Elle est allée chez DVM Media. Voilà, c'est un peu tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose, donc... Et c'est un petit peu tout, quoi. Elle est juste là par pacte pour les municipales, et au final, les macronistes la suivront même pas. Oui, voilà, c'est un peu... Enfin, elle est juste là pour avoir un poste, et généralement, la culture est tellement délaissée qu'ils mettent n'importe qui. Et là, typiquement, mettre Rachida Dati, c'est un peu mettre n'importe qui. Il n'y a même pas d'appétence pour la culture, il n'y a même pas d'apparition notable. Les ministres de la culture sont généralement là au César, et en fait... Là, ce qu'on voit, c'est que même là, ce sera pas applaudi, quoi. Je veux dire, on s'en fout globalement de Rachida Dati. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, là, c'est sûr que Sébastien Chenu, là, du coup, je vois effectivement cet article-là avec potentiellement Caroline Parmentier ou Pascal Praud. Super. Voilà, et encore une fois, je sais qu'il y avait quelqu'un qui le mentionnait dans le chat et qui disait l'important pour le RN, c'est pas qu'il soit calé, c'est qu'il applique la pensée d'extrême droite à la culture. Et ça, c'est quand même d'ailleurs aussi un truc, c'est que le budget de la culture, en fait, il fait que augmenter d'année en année. Et ce qu'on observe particulièrement, c'est que c'est pas juste que le budget de la culture augmente et donc ça fait que, oui, plus d'argent dans le cinéma, des trucs du genre. Ce qui augmente, c'est le budget de la culture de patrimoine, entre guillemets, c'est-à-dire la restauration des anciens lieux, des châteaux, des trucs, et ça coûte une blinde, hein, forcément, et le fait de pouvoir conserver notre patrimoine français. Donc c'est pas pour créer des nouvelles choses, j'ai envie de dire, parce que c'est déjà très bien en vrai d'augmenter, de faire valoir notre patrimoine, tout ça, enfin voilà, dans une pensée un peu plutôt de droite, etc., c'est plutôt pas mal, mais en fait, c'est souvent assez trompeur de voir que le budget de la culture ne fait qu'augmenter, alors qu'en fait, c'est juste le budget du patrimoine qui fait que monter, quoi, clairement. Donc voyons voir quelle est l'appétence de la part de Sébastien Chenu, potentiel ministre de la Culture, si le RN réussit à gagner les législatives prochaines, quelque chose du genre, quoi. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que Voilà. Bon, déjà... Ce truc de comme tout le monde, alors on est dans une stratégie très populiste de la part du RN, de se dire oui, bah comme tout le monde, voilà quoi. Bachelot avant elle, on peut me dire ce qu'elle a apporté. Une place à TPMP, quoi, voilà. Comme tout le monde, moi j'ai envie de dire, oui, bah quand t'es ministre de la Culture, tu peux quand même dire, ah moi j'adore le cinéma, évidemment, et on a un grand cinéma, bien sûr. Bon, je sais pas s'il était fatigué d'avant, on s'en branle. dans le cadre de ce projet budget 2026, le Rassemblement national a déposé... Oh putain. Mais pourquoi est-ce qu'il est choqué de ça? Genre vraiment, au bout d'un moment, tu es censé être monsieur culture, entre guillemets, de l'extrême droite. Tu peux pas juste te ramener et dire ah oui, c'est vrai, vous allez me parler de ça. Oui, que suis-je sourd? Bien sûr, enfin voilà. C'est assez... c'est nul, quoi. C'est nul. Et au bout d'un moment, tu peux pas juste ignorer ça. Encore une fois, le RN ne travaille pas. Ça, on l'a déjà vu avec Bardella qui vient une journée sur 30 à la commission européenne et tout. Enfin voilà. Un amendement pour supprimer le financement du CNC, le Centre national du cinéma. Alors, et de l'image animée. pour le tort de ce CNC, selon l'exposé de vos motifs, le fait de financer des projets souvent idéologiquement orientés. Et c'est vrai qu'en plus, c'était lui qui avait porté, si je me trompe pas, le projet de loi, justement, de l'amendement du RN pour supprimer cela. Ah non, c'est Monsieur Reynaud et les membres du groupe Rassemblement National. Pardon, je me suis trompé. Mais ouais. L'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, dit le RN. Propagande. Les gens, on est à ce niveau-là de dire la propagande du cinéma français. Genre vraiment la propagande de vouloir voir des films qui sont plutôt bien. C'est vraiment... Hein. Encore une fois, donc vous ne voulez plus financer le cinéma parce que c'est de la propagande? Non, pas du tout. Il y a d'autres façons d'ailleurs de financer le cinéma. Vous le savez très bien, il y a des grands groupes que vous connaissez qui financent, je pense à Canal+, qui est le premier financeur du cinéma. Plus eux. Mais enfin, c'est potentiellement que c'est plus eux. Je crois qu'il reste quand même le premier financeur, évidemment. Alors, en fait, c'est toujours cette guéguerre de se dire... Oui, il faut faire en sorte que le cinéma français soit plus financé par des acteurs privés, comme c'est le cas partout dans le monde, etc. Déjà, c'est pas le cas partout dans le monde, évidemment, mais surtout, bah, bien sûr que c'est tant mieux d'avoir de l'argent public qui est mis dedans, quoi, bien sûr. On se demande pourquoi il dit Canal+. Oui, déjà, on se demande pourquoi il dit Canal, ça, évidemment, c'est peut-être pas parce qu'il y a Bolloré dedans, et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est que, oui, à la limite, moi, je suis d'accord, hein, Canal+ finance un maximum de la part
du cinéma français, ça évidemment. Ils financent par exemple notamment l'histoire de Suleiman. Super bien, et j'imagine que le RN a adoré l'histoire de Suleiman. En fait, encore une fois, si Canal+ finance énormément du cinéma français, c'est pas parce qu'ils veulent mettre en avant leurs opinions politiques. D'ailleurs, ils n'ont pas financé des films non plus d'extrême droite. Je crois qu'ils n'ont pas financé notamment Vaincre ou mourir. Je vais peut-être vérifier. On va vérifier ensemble s'ils ont financé Vaincre ou mourir, notamment parce que ça sera sur l'affiche, globalement, du film. Si on zoome un petit peu sur l'affiche du film, je vais la trouver en grand pour un petit peu pouvoir zoomer et voir les logos qu'il y a en bas. Mais il me semble pas qu'ils aient financé... tac. Ah si, il y a un petit logo Canal+, un petit logo Studio Canal. Mais je sais que c'est un autre film, c'est Sacré-Cœur, qui n'ont pas financé. Enfin, il y a plein de films comme ça, en fait, que globalement, Canal+ ne finance pas, parce qu'ils se disent, c'est quand même un peu... C'est pas qu'ils se disent que c'est trop d'extrême droite, je pense qu'ils se disent pas ça, mais qu'ils se disent... Ouais, est-ce que ça vaut le coup de le financer? C'est un peu ça aussi. Et globalement, ils financent autant des projets entre guillemets de gauche, qui peuvent parfois popper, que des projets de droite, que des projets parfois à tendance un petit peu d'extrême droite, que vraiment tout type de projet. Canal+ finance quasiment tout le cinéma français. Donc bon, Chenu peut être ministre. Non, c'est pas qu'il peut être ministre, c'est que c'est le monsieur culture du RN. Pendant un temps, c'était comment il s'appelle? C'était Franck de la Personne, c'est ça? Qui était le monsieur culture du RN et qui était vu comme étant le prochain potentiel ministre de la culture, tout ça. Parce que en fait, il était proche du RN et tout, enfin voilà. C'était un comédien, enfin voilà. Ils ont vraiment pris le premier qui venait, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais là, ils se sont dit, bon, on va quand même prendre Sébastien Chenu, il est plus sérieux, c'est plus une sorte d'énarque un petit peu à la con, enfin voilà quoi. En Belgique, c'est pas parfait, mais je suis si heureux qu'il existe un cordon sanitaire des médias dans la zone francophone qui exclut les politiques d'extrême droite. C'est salvateur, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment salvateur. Et moi, ce que j'observe, qui a joué dans le Casse Départ, grand brio de la part de ça. C'est vraiment dans la suite d'André Malraux, finalement. Dans la suite d'André Malraux, qui a été le premier ministre de la Culture, dont le rôle dont la fonction a été créée principalement grâce à lui et tout. Enfin voilà. Mais c'est sûr que Sébastien Chenu, du coup, c'est un tocard. C'est un tocard parce que si Canal+ finance des films, c'est pas juste pour mettre en forme les idéologies. D'ailleurs, c'est un peu la caricature bizarre qui a été faite, c'était de dire si c'est Canal+ qui finance, donc du coup Bolloré, plutôt quelqu'un de tendance de droite, voire d'extrême droite, pourquoi est-ce que les films sont plutôt vus comme étant des films de wokistes par extrême droite aussi? Vous êtes censé avoir gagné à ce niveau-là, vous êtes censé avoir gagné sur le fait de vous dire que l'extrême droite gagne parce que c'est l'extrême droite qui finance la majorité des films du cinéma français, vu que c'est Bolloré. Donc pourquoi est-ce que vous perdez quand même? C'est quand même que peut-être vous êtes mauvais, je sais pas. Mais bon, ça c'est des débats entre vous, mais je vous donne un petit peu des clés, je vous aide. J'aide d'extrême... En fait non, je vais pas dire ça comme français. Ça. Donc vous voyez, le cinéma français, il est financé vouloir retirer de différentes ces façons, financements-là parce qu'il y avait un effort à faire. Un effort à faire. On rappelle les gens, c'est moins d'un milliard par an. C'est ridicule. La vérité, les gens, parce qu'on se dit, oui, ça semble énorme, évidemment, 1 milliard par an. Le PIB de la France, c'est 3000 milliards. C'est vraiment bien plus que ça. Vous n'avez pas à faire des économies sur 1 milliard par-ci par-là. Et c'est comme les trucs de type supprimer l'AME. Enfin, ça, c'est d'autres débats, bien sûr. Mais supprimer l'AME, en fait, c'est genre... c'est quoi? C'est 2 milliards que ça rapporte, quelque chose du genre. Supprimer l'AME, si je regarde un petit peu. C'est vraiment... C'est pas grand-chose. Tac. Générer une économie brute. On va regarder ça. Mais je crois que ça génère vraiment que dalle. Ça génère potentiellement 1 milliard. C'est pas énorme en fait. Et comparé aux coûts et aux bénéfices que ça ferait perdre en fait de manière globale l'AME, c'est vraiment c'est 3 fois plus, je crois, que j'avais vu ce genre de truc là. Donc c'est vraiment horrible de vouloir supprimer ça. Déjà, d'un point de vue humain, c'est horrible, ça évidemment, bien sûr. Même des médecins de droite disent que ça serait complètement con de le faire, mais bien sûr, parce qu'en fait, les maladies, ça se propage, ne serait-ce que ça. Et d'un point de vue purement monétaire, et sans rentrer dans un point de vue monétaire et économique, c'est horrible, évidemment, de refuser des soins à des gens qui n'auraient pas leur papier, etc. C'est évidemment atroce, bien sûr. Donc bon, c'est pour ça que, évidemment, même ça, le CNC, vouloir supprimer le CNC, c'est absolument c'est débile. Parce qu'en fait, c'est un manque à gagner qui est fou de pouvoir financer des films qui seront plus tard des succès grâce au CNC. Notamment, je sais que Destination Ciné avait pointé du doigt le fait que il avait fait un tweet très fier en disant un petit truc en plus n'a pas eu le CNC. En fait, non, dedans, il y a une ligne où il y a écrit avance sur recette, c'est le CNC. Donc bon.
Et que Mais le c'est l'argent des CNC Français, c'est pas de l'argent public. Hein. C'est une Non. contribution sur le prix des billets que payent les mais Français. parce que Elle est plus informée que lui. Je suis désolé, mais Sébastien Chenu, c'est quand même quelqu'un qui est censé être ministre de la Culture. Il est plus informé que la meuf est plus informée que lui, quoi. Voilà. parce qu'il y avait un effort à faire et que Mais le c'est l'argent des CNC Français, c'est pas de l'argent public. Hein. C'est une Non. contribution sur le prix des billets que payent les Français. Par contre, le truc de c'est l'argent des Français, c'est pas de l'argent public. C'est de l'argent public quand même. On peut être honnête. Mais Français. parce que nous pensons qu'effectivement, il y a des efforts à faire de tous les côtés et qu'on peut de toute façon, le CNC n'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est pas une entreprise d'ailleurs, n'est pas une Ouais. structure en difficulté en tant Donc que pour telle. vous, il y aurait les... Bah, du coup, tant mieux. Attends. Donc, du coup, la stratégie du RN, c'est de se dire il y a une catégorie, voilà, un organe public qui n'est pas en difficulté, donc on va le prendre. C'est vraiment, on va tout prendre à eux. C'est ça la stratégie du RN. C'est de se dire il y a un organe de la société française qui n'est pas en difficulté, plutôt que d'aller prendre dans les organes qui sont en difficulté, qui ont besoin vraiment d'être arrêtés. Je pense par exemple au SNU. Qui je crois c'est arrêté en vrai, donc voilà, bref. Mais je pense par exemple au SNU, de se dire bon bah cet organe-là ne génère pas de thunes, ça a des résultats très faibles, autant l'arrêter. Lui il se dit bah tiens le CNC ça génère de la thune, ça génère pas mal de thunes, et ben en fait on va l'arrêter. Quelle est l'idée derrière ça? Genre vraiment, quelle est l'idée? Il est incompétent, mais je sais pas s'il est à ce point-là ou s'il veut juste faire passer... Non, mais pour moi, c'est vraiment juste faire passer des éléments de langage. Enfin, typiquement, le truc du... si je vais voir des films, est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce que vous allez au cinéma? Où il dit comme tout le monde, bah, c'est du populisme pur de vouloir... Enfin, de pas vouloir paraître comme plus pétant que de sa part. Rappelle les gens quand même, il est... Enfin... Ils sont pas cons évidemment au RN, mais rappelle quand même d'un truc tout bête, hein, c'est que la moyenne du cinéma français, la moyenne des gens qui vont au cinéma français, c'est 3 fois par an à peu près, 2 à 3 fois par an. Donc c'est vraiment assez peu, et donc quand tu dis, moi je suis un très, très grand fan de cinéma, j'y vais tous les mois, tu te rallies, comment dire, il y a beaucoup de gens qui vont plus te suivre parce qu'ils vont se dire ah mais moi j'ai pas assez d'argent pour aller au cinéma, j'ai pas assez de temps, ça m'intéresse pas trop, qui sont la majorité des Français. La majorité des Français encore une fois va 2 à 3 fois, et encore une fois en plus c'est une moyenne, c'est à dire que je pense qu'à Paris c'est pas la même moyenne ça déjà, mais surtout je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait font gonfler les chiffres. Moi je fais gonfler les chiffres, j'y vais je sais pas, j'ai dû voir une centaine de films là dans l'année déjà au cinéma, et je pense que je fais gonfler la moyenne à mort, mais parce que bah j'y vais quasiment tout le temps, et donc forcément ça fait que à côté, si c'est une moyenne, il y a des gens qui vont pas du tout au cinéma dans l'année, qui regardent chez eux, qui juste voient plus de cinéma et qui regardent la télé, et c'est tout quoi. Donc bon. Oh merde, elle a bossé le sujet, vite, faut dire qu'il faut quand même changer les choses vaguement. Oui, voilà, non mais clairement, il est si mauvais. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est ultra mauvais, quoi. L'entreprise d'ailleurs n'est pas une structure en difficulté. Tu carries la moyenne pour ton chat. Bataille culturelle, ils ont déjà gagné la médiatique, alors ils veulent l'art. Ils ont déjà brûlé les tableaux et interdit les livres dans d'autres pays. C'est ça l'utilité de supprimer le SNC. Bah oui, en fait, globalement, si le RN veut mener globalement une bataille culturelle, c'est principalement pour faire en sorte de ne pas élever la mentalité du peuple et de faire en sorte que le peuple soit de moins en moins informé, soit de moins en moins instruit, et qu'il y ait du coup cette dissonance de lutte des classes entre les plus riches qui sont très instruits et les plus pauvres qui le sont de moins en moins, tout comme les plus riches qui auront accès aux médicaments, aux soins, et les plus pauvres de moins en moins, évidemment. Et ça, ils veulent ça, et c'est pour ça qu'ils veulent des acteurs privés. C'est parce qu'en fait, quand t'as des acteurs publics, il y a des gens, typiquement, voilà, il y avait Kiksama dans le chat, mais Kiksama, je pense que tu vas pas aller voir des acteurs privés, enfin, tu vas pas aller voir Canal+ pour financer ta série, tu vas plutôt aller voir effectivement le CNC. Et c'est quand même des trucs où il y a beaucoup de gens qui veulent s'affranchir des acteurs privés. Je sais qu'il y a Malik Bentala notamment qui veut vraiment s'affranchir de Canal+, et qui veut faire en sorte de ne plus être financé par Canal+. Bon, où est-ce qu'il va trouver de la thune si ce n'est dans l'argent public et dans d'autres acteurs qui sont peut-être tout aussi discutables évidemment, des Disney, tout ça, des trucs du genre, mais où est-ce que tu vas trouver ce genre d'acteurs-là? C'est un petit peu compliqué quoi. Mais si les gens sont CNC, France Télé, les aides régionales et le moins de privé possible, j'espère. Oui, voilà. Et c'est en plus t'as fait du financement participatif en plus Kix. Donc vraiment, t'as ce truc où t'as plein de gens qui vont chercher vraiment un maximum dans les acteurs publics quoi. Et effectivement tu vas rallier des aides. Tu regardes le générique d'un film d'animation, comme c'est très dur à financer, t'as des tonnes d'aides. T'as vraiment toutes les aides de toutes les régions possibles quasiment. T'as le soutien de machin, le soutien du CNC, des trucs du genre. Donc voilà. Si les gens vont assez rarement au cinéma, les abonnements sont en chute libre, c'est hors sujet mais ça m'intrigue. Les abonnements, tu parles de quel type d'abonnement? Les abonnements Netflix, les abonnements pour les salles de cinéma, je sais pas trop. Parce que
en fait, les abonnements dans les salles de cinéma ne sont jamais quasiment rentables parce que les gens essayent de les rentabiliser justement. Donc bon, mais ils sont obligés de les faire, enfin voilà. Et en fait, oui, c'est dur d'avoir des financements publics et d'avoir des financements qui acceptent des projets. En plus, les gens, ne serait-ce qu'avoir des financements publics, c'est déjà compliqué, mais avoir des financements privés, c'est aussi très compliqué parce qu'ils vont vraiment chasser le buzz et la thune, quoi. Et au moins, effectivement, les logiques du CNC sont pas dans des logiques de rentabilité. Donc c'est pas mal, quoi. Les moments de ciné. Non, mais les abonnements de ciné, de toute façon, ça a toujours été un truc très cinéphile. Et la vérité, les gens très cinéphiles, entre guillemets, ça court pas les rues non plus. Donc, et de toute manière, ils sont à perte aussi sur les gens très cinéphiles. Hein. Donc bon. Donc pour vous, il y aurait les bons films et les films gauchistes, pour reprendre les mots de votre député Mathias Renaud. Ah, bah tiens, enfin une question plutôt pertinente, parce qu'effectivement, oui, du coup, Mathias Renaud, qui était la personne qui a porté ce projet de loi, pour le coup, bah oui, lui, il a dit, bah il y a les bons films et les films gauchistes, quoi. Non, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. On en est là, hein. On en est là dans le niveau, quoi. Mais enfin, bon, premièrement, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que, bah, eux, ils pensent être un bon parti. Parce que, bah, ils ont eu le plus de voix aux dernières législatives, des trucs du genre, enfin voilà. Mais surtout, le populisme du RN qui se montre encore une fois, quoi, qui se dit, bah si un film fait plus d'entrées, ça veut dire que c'est un très bon film. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce qu'en ce moment, un film qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Sacré-Cœur, qui a fait beaucoup d'entrées. J'imagine, peut-être qu'il va le mentionner. S'il est pas bête, il le mentionne. Mais la vérité, un bon film ne se mesure jamais à son nombre d'entrées, ça évidemment. Une appréciation esthétique ne se mesure pas au nombre de personnes qui ont pu voir tel ou tel film. Évidemment, je pense qu'il y a des tonnes de gens qui ont des exemples de films qu'ils ont en tête, qui ont été des flops la première fois qu'ils ont pu être diffusés. Et voilà, va falloir dire ça avec Romain. Mais oui, va dire ça à des films comme par exemple l'histoire de Suleiman, qui a été un succès. Va dire ça à des films comme 20 yeux. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait que est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait que l'histoire de Suleiman est du coup un très bon film? Ça, j'aimerais bien l'entendre dire. J'aimerais bien entendre de la part du RN le fait que l'histoire de Suleiman est un très bon film, puisque c'est un succès, évidemment. Puisque si l'histoire de Suleiman a été un succès, et ça a été le cas, bah du coup ça veut dire dans la tête du RN que c'est un bon film. Moi j'aimerais bien les entendre dire ça, parce que pour le coup par exemple Vaincre ou Mourir, ça a fait bien moins d'entrées, bah du coup c'est un bien moins bon film que l'histoire de Suleiman. Et ça c'est la vérité d'ailleurs, hein. C'est un film exécrable évidemment, bien sûr. Mais voilà, après ils pensent que c'est un flop. Mais du coup, moi on va comparer 5 secondes, parce que moi j'ai dit 600 000 entrées, mais ça se trouve c'est un peu plus, je crois que c'était un truc en mode c'était les premiers chiffres enfin les chiffres au bout de quelques semaines. Mais on va regarder un petit peu. Box-office de l'histoire de Suleiman. Ça a fait 650 000 entrées quasiment. On va regarder maintenant Vaincre ou Mourir. Ces chiffres un petit peu là, à Vaincre ou Mourir. Vaincre ou Mourir, on va regarder donc du coup combien ça a fait en termes de box-office. Quasiment 300 000 entrées. Allez, je suis gentil, j'ai arrondi à 300 000 entrées. Donc du coup, Vaincre ou Mourir a fait 2 fois moins d'entrées que l'histoire de Suleiman. Donc ça veut dire que c'est 2 fois moins un bon film. Et ça voudrait dire que le meilleur film français de tous les temps, ça serait Bienvenue chez les Ch'tis. Et pas des chefs-d'œuvre qu'on a pu faire, évidemment. Comme À bout de souffle, comme les films de Godard, comme énormément de films comme ça. Qu'est-ce que tu dis en fait? Qu'est-ce que tu dis Sébastien Chenu? Parce que l'argument de oui, un bon film, c'est un film qui est bien vu, bah du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure émission à la télé actuellement c'est Quotidien? Moi je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire que le meilleur youtubeur c'est Squeezie? Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Ça veut dire quoi en fait tout ça? C'est ridicule, on va être honnête, c'est ridicule. C'est juste qu'au bout d'un moment quand tu fais enfin, on va pas rentrer dans les détails là-dessus tellement c'est ridicule, mais au bout d'un moment quand tu fais qu'est-ce que dit par contre mais donc là on est en train de s'insurger de la bêtise et de l'ingérence du RN, mais en fait c'est ce qu'on risque de se prendre dans la tronche après 2025, c'est terrible avec tout le reste du programme. Bah ouais, clairement. Les subventions publiques dépendent aussi des gouvernements, des élections, pas besoin des amendements du RN pour que nos aides soient menacées. Je pense notamment à Christelle Morancé, Pays de la Loire. Non mais je pense aussi même à toute la polémique qu'il y a eu autour du festival Chéri Chéri, qu'il y a eu des subventions qui ont été sucrées parce qu'il y a eu une polémique autour du festival, une polémique ridicule, j'en ai déjà parlé ici. Enfin voilà, c'est absolument dégueulasse, ça bien évidemment. Mais c'est sûr que c'est nul, on va être honnête, de voir à quel point les subventions publiques, de toute manière, elles dépendent en plus des décisions des gouvernements et des décisions en plus des chefs de région, enfin des trucs du genre. Donc c'est absolument ridicule, évidemment. Donc c'est pour ça, ne serait-ce que l'argument de... Pardon, j'ai le nez bien bouché.
Ne serait-ce que ça, ce côté de dire ouais, bah un film qui est bon, c'est un film qui a bien marché. Quel populisme à la con, quoi, vraiment. Hein. Vraiment, quoi. Vauquier en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est du sale également. Mais ça, alors moi, Briven, il faisait que me dire, ça se trouve c'est faux, hein, parce que j'ai jamais retrouvé la citation, mais il faisait que me dire que même Laurent Wauquiez, il est pour le fait de financer la culture, parce que quand tu mets 1 euro dans la culture, ça t'en rapporte 1,20 €. Donc c'est tout bénef. Mais ça, j'ai jamais retrouvé où est-ce qu'il l'avait dit exactement. Mais ça se trouve, il l'avait pas dit. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit, je sais plus. Mais clairement, oui, la droite n'est pas l'alliée de la culture. La droite est là pour faire en sorte de ne penser qu'au profit à court terme. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas le profit à court terme. Anatomie d'une chute a été un putain de carton. Ça a fait plus de 2 millions d'entrées. Enfin, je crois, hein, vraiment, si je me trompe pas, j'ai plus tous les chiffres en tête. Hein, forcément, ça commence à dater un petit peu. Mais si on regarde Anatomie d'une chute, ça a été un putain de carton. Ça a eu voilà, quasiment 2 millions d'entrées. Ça a été un carton même international. Hein, aux États-Unis, ça a plutôt bien marché, tout ça. Maintenant, on va regarder un petit peu le box-office de tous les films précédents de Justine Triet. Et si on se dit, tiens, je suis quelqu'un qui est financeur de cinéma, et je vais regarder du coup la bataille de Solferino. Alors tac, on va regarder la bataille de Solferino. Combien ça a fait d'entrées? Est-ce que ça a été un succès? Eh bah, pas tellement, ça a fait 36 000 entrées. C'est pas plutôt un carton, hein. Les gens, à l'époque, très peu de gens en parlaient. Les gens ont commencé un petit peu à parler de Justine Triet à partir de Victoria. Est-ce que ça a été un carton? 600 000 entrées. C'est pas mal, mais c'est pas non plus un immense carton. Les gens, je crois que Sibyl, ça a fait encore moins d'entrées. Ça a fait vraiment, pas un flop non plus, mais ça a pas fait non plus énormément d'entrées. Mais ça a fait 2 fois moins, 300 000 entrées. Et en fait, il se trouve que les gens, non seulement les acteurs privés ont plutôt cru, parce que je crois que c'est le pacte sur ces 4 films, mais les acteurs privés ont plutôt cru à Justine Triet et à sa patte. Mais en plus, les gens ont, le financement public a été là. Anatomie d'une chute a été en partie financé par France Télé, par le CNC, tout ça. Donc forcément, ça fait que aujourd'hui, Anatomie d'une chute, ça a été un putain de carton et ça a fait quasiment 2 millions d'entrées. Le film était en salle quasiment 1 an, putain, mais wesh. Mais bon, après, c'est des trucs où en fait c'est en salle, mais progressivement, tout ça, enfin voilà, vous connaissez. Mais le film globalement a été un putain de carton. Et en fait, parce que les gens y ont cru. Si tu commences à penser le cinéma en disant qu'un bon film c'est un film qui a du succès, ça fait que en fait tu t'arrêtes au bout du premier film en disant bah ce film là ça a pas été un succès, donc on l'arrête. Et donc ça veut dire qu'on arrête la carrière de telle personne. C'est débile, on va être honnête, c'est vraiment débile, donc bon. Pour les gros films qui devraient être des succès mais qui au final flop, MDR on en fait quoi? Bah oui, les gros films qui flop, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on met beaucoup d'argent dedans et en fait ça flop. Est-ce que ça veut dire que c'est des mauvais films? Pas forcément, donc bon, avec la ressortie pour les Oscars je pense. Oui, j'imagine que c'est ça. Un film sans spectateur devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc.? Oui. Bah pourquoi pas? C'est tout un débat philosophique, vous savez. Est-ce que un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne est vraiment tombé, vu que personne ne l'a entendu? Oui, il est vraiment tombé. Maintenant, si personne ne l'entend, c'est pas si grave que ça. Mais vous savez bien qu'on peut jamais savoir. L'art, c'est une prise de risque. Et Là, je suis désolé, mais la journaliste, elle est plus calée que lui. Pourtant, c'est France Info, je sais pas forcément de leur ligne, tout ça. Mais au bout d'un moment, la journaliste est plus calée que lui. C'est effarant, de voir ça. À quel point, juste une journaliste qui, je sais pas si elle est journaliste culturelle, journaliste politique, tout ça, je sais même pas son nom, évidemment. Mais au bout d'un moment, elle est plus calée que lui. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Qu'est-ce que tu veux faire face à une journaliste qui est plus calée que toi? Qui se dit que oui, le cinéma, c'est une prise de risque. Oui, tu ne sais pas qu'est-ce qui va être un succès. Un petit truc en plus, ça a été un succès surprise. Tout le monde a été choqué par ça. Tout le monde s'attendait à ce que ça marche plutôt bien. Ça a fait 15 millions d'entrées. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Donc bon, c'est la femme de Duhamel. Eh ben, bravo à elle. Parce qu'elle est plutôt pertinente dans cette interview. Mais clairement, qu'est-ce que tu fais en fait face à ça? Qu'est-ce que tu fais face à une journaliste qui s'y connaît mieux que toi, tout simplement? Enfin, parce qu'elle a raison. Parce qu'elle a raison. Agathe Lambré, meuf de Duhamel, un étage au-dessus d'elle au 5e, ok. Mais clairement, enfin, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça va être un succès. Et aussi, tu as tout à fait raison de le mentionner, Adrien, la question du budget, c'est aussi ultra important quand tu regardes un succès. L'histoire de Suleiman, ça a été un succès avec 600 000 entrées. Un même film qui fait 600 000 entrées peut être un bide. Parce que l'histoire de Suleiman, ça a été financé à hauteur de, je crois, 4 millions d'euros, quelque chose du genre. Ou alors 3 millions d'euros, je sais plus. Mais clairement, ça a été pas beaucoup. Et donc ça veut dire que l'histoire de Suleiman a été un putain de carton, parce que 600 000 entrées pour 3 millions d'euros, c'est 6 x 7, ça fait 4,2 millions, donc ça a rapporté de la thune. Évidemment, pour les acteurs privés, pour le CNC, tout ça, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est un succès. Maintenant, si Kaamelott, le film, fait 600 000 entrées,
de ce que j'ai compris, il se dirige vers ça, ce qui est un peu décevant pour lui. Bah, c'est pas un succès. Parce que c'est un échec. Parce que Camelot le film a coûté peut-être 10 fois plus que l'histoire de Suleiman. Donc évidemment que ce n'est pas un succès. Et ça, c'est un truc où tu peux pas savoir. Et encore une fois, moi j'aimerais savoir c'est quoi la notion de succès du RN. Ça, il le mentionne pas. Il dit un film qui fait pas d'entrée. Mais il y a aucun film qui fait pas d'entrée. Papa Mobile a fait des entrées. Papa Mobile, qui est un film qui a été diffusé dans 7 salles parce que ça a été une sortie technique. Enfin voilà, il y a eu des trucs de coûts, enfin des contrats avec des gens, tout ça. C'est un film qui est sorti dans 7 salles. Je crois pas que ça ait fait non plus énormément énormément d'entrées, évidemment. Mais parce que bah c'est un film très étrange, quoi. Et en même temps parce que c'est un film qui n'était presque pas censé sortir, quoi. Donc effectivement, ça a été un bide. Oui, et on peut dire presque que c'est un film sans spectateur. Mais c'est quoi pour toi un film sans spectateur? Où est-ce que tu places la limite? La limite, généralement, les gens la placent à se dire oui, bon bah 100 000 entrées pour un petit film, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa même. Évidemment, il y a des films qui font 10 000 entrées, 20 000 entrées, qui sont des bides absolus. Ça veut pas dire pour autant que c'est des mauvais films. Moi, un de mes films préférés de l'année, c'est, bah même je vais le mettre là, parce qu'en plus on en parlait là tout à l'heure avec Pota, mais Refait dans un diamant mort. Je ne sais pas combien d'entrées ça a fait. Je pense pas beaucoup. Je sais pas, je table pas, je fais pas ce genre de pari là. 20 000 entrées, Refait dans un diamant mort. 20 000 entrées, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant, c'est un film qui est absolument exceptionnel, qui est absolument dingue, qui est fou en termes de maîtrise, qui essaye beaucoup de choses, et c'est absolument exceptionnel. Un des plus gros succès de l'année, c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est pas génial, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est pas non plus le film de l'année. Mais voilà, mais globalement, qu'est-ce que tu définis comme étant un succès? Qu'est-ce que tu dis que ça c'est un succès, ça marche bien? Il faut savoir au bout d'un moment. Il faudrait bien le préciser, quoi. Le cinéma aussi. C'est vrai que l'art est une prise de risque. Avec vous, il y aurait les bons films validés par le pouvoir officiel et les films gauchistes. Bah, elle a un peu raison de dire ça. Parce que là, il dit, c'est vrai, l'art est une prise de risque. Bah du coup tout ton argumentaire il s'effondre, parce que oui, une prise de risque, tu peux pas savoir quand est-ce que ça marche en fait, tu peux pas savoir c'est quoi un succès, et là c'est des financements avant généralement le CNC, c'est des avances sur recettes, donc tu sais pas exactement, parce que bah, surprise hein, pour financer un film il faut avoir de l'argent avant de le financer, tu peux pas t'endetter sur un film, mais bref. Mais pas du tout, on n'est pas des censeurs, mais moi je suis contre la culture du guichet. C'est-à-dire l'idée que les structures se transforment en guichet à subvention. Vous avez un projet, vous venez juste demander une subvention, c'est-à-dire que vous utilisez les structures comme des guichets, des pompes à fric. Ça, je trouve que c'est pernicieux, voyez-vous. Et personne ne fait ça. Enfin, vraiment, personne ne dit oui, bah je vais utiliser les subventions. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des projets au CNC qui sont refusés, tout simplement. Moi, j'ai un exemple que je prends très souvent, évidemment. Parce que bah, c'est un exemple qui ne va pas dans leur sens. On va regarder un petit peu un des films qui a été un des plus gros succès de son année. Et le seul exemplaire du cahier du cinéma que j'ai eu, parce qu'en fait ils ont oublié de m'envoyer le reste, et après ils m'ont remboursé, bref. Mais le seul exemplaire du cahier du cinéma que j'ai, c'est celui sur Les Misérables, avec ce beau drapeau français. Ça rend fier la France. En plus, ça a eu du succès, ça a bien marché, tout ça. Il y a une interview dedans de Lajli, où en gros il revient sur un truc tout bête, c'est que bah ils ont pas eu le CNC. Ils ont pas eu le CNC pour Les Misérables. Et donc moi je vais regarder un petit peu, tac. Mais en gros dedans il dit quelque chose. C'est que, tac, avec tout ce succès, je pensais qu'on pourrait lever... En gros, il dit qu'il a été nommé pour À Voix Haute, qui a été un de ses films précédents, un des films précédents de court-métrage, mais je sais plus si c'était lui dessus, je suis plus trop sûr. Avec tout ce succès, je pensais qu'on pourrait lever sans aucun problème les 3 millions dont on avait besoin pour ce long métrage. Mais pas du tout, ça a été une galère. Le CNC ne suit pas, et on finit par faire avec 1,4 million, un film qui aurait dû en coûter 3. Qu'est-ce qui a motivé le refus du CNC? Je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'on n'allait pas financer un film où des gamins de banlieue brûlent des policiers, entre parenthèses rire, pourtant ce n'est pas l'idée du film. Bah oui, le résultat c'est que Les Misérables n'a pas eu le CNC. Alors ils ont eu le CNC pendant la post-prod, en mode, ils ont eu une aide à la musique, si je me trompe pas. C'est le seul truc, et ils ont eu genre 20 000 balles, 20 000 ou 40 000 balles, quelque chose du genre. Donc vraiment, globalement... Qu'est-ce que tu dis par les gens l'utilisent comme un guichet? Parce que là, ils auraient voulu l'utiliser comme un guichet. Ils auraient voulu l'utiliser en disant bah oui, on a eu un succès avant, donc on mérite le CNC, on mérite d'avoir notre petit CNC vu que bah, on a fait un gros succès précédemment, en plus sur un documentaire à voix haute. Donc vraiment, ça aurait mérité évidemment d'avoir le CNC. Mais ils l'ont pas eu. Donc du coup, bah ils sont débrouillés avec d'autres acteurs, ou alors ils ont attendu de faire en sorte que de passer pour la commission suivante. Là, il se trouve qu'ils pouvaient pas attendre. Bon, bah voilà, ça arrive à beaucoup, à énormément d'acteurs dans le milieu du cinéma de se dire bon,
Là, mon projet a été refusé. Moi, j'ai des tonnes de potes qui ont été refusés en termes de CNC, que ce soit pour le CNC talent, pour le CNC cinéma, tout ça, et où vraiment ils n'ont pas eu ce genre de budget-là. Donc, personne n'utilise le CNC comme étant un guichet. Il y en a qui sont des habitués des CNC, évidemment. Geneviève Cellier revient dessus dans son bouquin Le culte de l'auteur, sur le côté où effectivement les gens sont tellement habitués à voir le CNC que ils y reviennent tout le temps, ça bien sûr. Mais c'est pas juste un guichet comme ça, quoi. Il y a une pub, je suis désolé les gens, mais je vais répondre un petit peu à vous dans le chat. Alors par contre, questionner les choix d'accord ou de refus qui sont parfois imperméables à l'arbitrage. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes avec le CNC. Le CNC, c'est pas une plateforme, enfin, c'est pas un organe de l'État qui serait absolument parfait. Ça, évidemment, le CNC, c'est quand même un organe qui est assez complexe déjà à penser, parce qu'on sait pas exactement comment ça se passe. Encore une fois, moi je rappelle, parce que si le CNC n'est pas parfait, ça évidemment, il y a quand même un truc où, ne serait-ce que comprendre le fonctionnement du CNC, c'est quand même un peu plus compliqué que de dire c'est l'argent des gauchistes qui nous volent nos impôts, etc. Ne serait-ce que comprendre le fonctionnement du CNC, c'est compliqué, mais en plus comprendre l'intérieur de la machine, savoir comment tu fais des dossiers pour faire en sorte de financer des projets pour le CNC, tout ça, là c'est encore plus compliqué, quoi. Là c'est encore plus dur et tu sais pas exactement où est-ce que tu vas. Donc c'est pour ça qu'il faut être habitué quelque part au CNC, il faut être habitué au fait de pouvoir proposer des projets comme ça, et ça c'est très dur, quoi, forcément. Je pense qu'à un moment, une structure, une œuvre doit rencontrer son public, évidemment, mais une œuvre doit aussi... Et si son public, c'est 20 000 personnes. C'est, admettons, un film comme ça qui est fait vraiment pour des communautés, qui est fait vraiment pour un certain type de personnes. Je pense typiquement, alors même si peut-être que le réal ne pense pas comme ça, mais je pense typiquement à Little Jaffna. Little Jaffna, c'est un film qui est fait vraiment en partie pour la communauté sri-lankaise, pour la communauté indienne, qui s'installe à Paris parce que c'est du vécu en partie. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est fait pour être assez sensible, pour être assez proche d'une certaine réalité. Le film, il a fait 67 000 entrées, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un échec ? Pas tellement, parce que si on se dit que le film rencontre son public, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait le public c'est pas juste on fait jamais, personne ne fait un film pour contenter tout le monde, personne ne fait un film en se disant tout le monde va aller le voir. Non, on est dans une société qui est tellement divisée que même un petit truc en plus, il y a des gens qui sont pas allés le voir, qui se sont dit ouais je vais pas aller le voir. Ça a fait 15 millions d'entrées, ça a été un des plus gros succès de l'année dernière, même le plus gros succès de l'année dernière. Ça fait que quand même il y a des gens qui sont en attente autour de ce film là et qui ne l'ont toujours pas vu, quoi. Donc bon, si tu demandes pour les films qui rencontrent leur communauté, il répondra que c'est du communautarisme. Bah oui, mais en même temps, il faut des films pour tout le monde. Enfin, c'est là qu'on est très fort dans le cinéma français, c'est qu'on fait des films pour tout le monde. On fait pas juste des films pour un tel. Non, on fait des films pour absolument tout le monde. On fait des films pour tous les types de publics. Et c'est là qu'on est fort, c'est qu'on fait à la fois des comédies très populaires qui vont rassembler énormément de monde, mais on fait aussi des films qui sont là pour être visionnés par quelques types de personnes précises. Moi, je pense aussi, typiquement, un film qui est assez précis dans ce qu'il essaye de dire. Mais la petite dernière, tout de même, moi je me dis quand même, c'est un film vraiment enfin vraiment, c'est dans une intersection où c'est vraiment assez, comment dire, 11 millions apparemment, je pensais pas que c'était énorme. Ah ouais, 11 millions, je pensais que c'était 15 millions. Peut-être que je confonds en fait, tout simplement, mais 11 millions c'est déjà énorme. C'était ambitieux Little Jaffna, mais pas dingue que j'ai trouvé. Moi j'ai vraiment kiffé. Après, effectivement, ça reste, je crois, un premier film, donc voilà, c'est assez prometteur tout de même, mais à voir la suite de sa carrière. Mais la petite dernière, moi, qui est en intersection où c'est, t'auras pas nécessairement les gens islamophobes, t'auras pas nécessairement les gens homophobes. Donc vraiment, il y a un truc où t'as beaucoup de gens qui ne vont pas y aller juste parce qu'ils vont se dire waouh, mais c'est assez dégueulasse comme film juste parce que ça mentionne l'islam et que ça mentionne la communauté LGBT. Et ça a été quand même un certain succès. Déjà parce qu'il y a eu des prix à Cannes, mais c'est dans les 300 000 entrées. C'est un carton en vrai, hein, pour un film comme ça. Je me dis putain, mais c'est assez impressionnant. Encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ont cru en ce projet-là. Donc tant mieux évidemment pour tous les gens qui ont financé ce film. Il y a eu un bon bouche à oreille, il y a eu des gens qui sont sortis du film qui ont commencé à le recommander. Il a rencontré un public qui a été, je pense, un peu plus large que ce que les gens prévoyaient. Parce qu'encore une fois, quand tu finances un film comme ça, quand tu finances un film comme La Petite Dernière, tu te dis pas ouais, ça va être un carton. Tu dis à voir un peu comment ça va marcher. Parce que je pense que pour beaucoup, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne ce genre de film, quoi. Donc on va un peu dans l'inconnu, et généralement on est plus surpris en bien qu'en négatif, quoi.
chiffre des avant-premières. Dans la première semaine, ouais. Dans la première semaine, je crois que c'est comptabilisé. Donc il y a eu quelques avant-premières effectivement. Et ça a été comptabilisé. Mais même le drop de quasiment 50%, même en comptant les avant-premières sur le début, sachant que je crois au final c'est un drop de 30%, quelque chose du genre sur la deuxième semaine. Bah c'est pas mal quoi. C'est vraiment pas mal de rester comme ça. S'évaluer sur sa capacité à se financer de diverses façons et pas uniquement utiliser l'argent public comme un guichet. Mais personne n'utilise uniquement l'argent public. Qu'est-ce qu'il parle là? De quoi il parle là? Parce que personne n'utilise uniquement l'argent public. Genre, encore une fois, le CNC ne peut financer qu'à hauteur de 50% un projet. Et quand on dit 50%, c'est pas pour dire que tout le monde le finance à 50%. Non, c'est jusqu'à 50%. Ça veut dire qu'il y a énormément de projets qui sont financés à hauteur de 15-20%. Voire peut-être une portion encore plus marginale que ça. Et en fait, ça va aider à financer le projet, ça va aider à faire en sorte que tout le monde soit bien payé, ça évidemment. Mais en fait, tu vas pas pouvoir financer ton projet à hauteur de 50% de plus de 50% par le CNC de base. Et vraiment, encore une fois, quand c'est que 50%, c'est quand c'est des documentaires qui valent genre 40 000 balles. Vraiment, les documentaires, ça peut coûter très très peu cher, ça peut coûter 40 000 balles en mode, bah juste tu payes un archiviste, enfin un mec qui va monter le film, et puis voilà, si c'est des films d'archives. Typiquement, je pense à un film que j'ai plutôt bien aimé l'année dernière qui s'appelle Ernest Cole, photographe. Je crois que dedans il y a des témoignages de souvenirs, hein. Il y a des témoignages, mais il y a surtout des photos en fait. Et je pense que le budget de ce film là, ça doit pas être énorme quoi. Je sais pas exactement c'est quoi comme budget, mais je pense que ça dépasse pas les 6 chiffres. Et je pense pardon, mais voilà, le budget moyen d'un film documentaire est de quasiment 500 000 €. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et je pense qu'un film comme Ernest Cole, ça doit être vraiment le genre de documentaire qui coûte pas très très cher, parce qu'en fait, il n'y a pas de tournage. Généralement, ce qui coûte cher, c'est le tournage. Le montage, c'est pas ce qui coûte le plus cher sur un film. Et donc, ça fait qu'il y a des films comme ça, j'imagine que c'est financé par le CNC. Encore une fois, je dis des trucs comme ça, en mode, bah, il y a beaucoup de films financés par CNC, j'imagine que c'est financé par ça. Mais évidemment, si ça a été financé à hauteur de, admettons, le film, il coûte, allez, maximum 100 000 balles. Allez, peut-être il y a 50 000 balles du CNC qui va dedans. C'est pas énorme, on va être honnête, c'est pas énorme pour un documentaire. C'est pas énorme pour déjà pour une somme, tout ça, mais c'est pas énorme tout court. Et donc il y a vraiment ce côté où il y a aucun film qui est financé uniquement par le CNC. Ça n'existe pas. Quand tu as le CNC, tu es censé trouver des acteurs privés et des gens, des manières de financer ton projet par crowdfunding, par d'autres sponsors, par d'autres personnes. Même dans le CNC Talent, c'est aussi ça. Même dans le CNC pour le web, les gens sont obligés de trouver des moyens de financer le projet ailleurs que par le CNC. Donc c'est pour ça que à chaque fois c'est ridicule en fait vraiment de se dire que le CNC va financer uniquement des films. Non, le CNC ne finance rien à 100%. Vraiment, c'est ridicule. Pouvoir plus de financement du CNC sur le prix des billets. Pas du tout, vous dites n'importe quoi. Oh là, vous dites n'importe quoi. Et du coup, il y a eu aussi une autre séquence. Tac, tac, tac. Du coup, je regarde les chiffres du top 20 français ever total mondial. C'était entre 1958 et 1981. Bah, il y a eu la télé qui est passée entre temps, quoi. C'est un petit peu ça aussi le problème. Mais du coup, voyons voir, parce qu'il y a eu un autre extrait qui est passé, du coup, sur Quotidien. Alors, moi, Quotidien, je suis pas trop de leur ligne, évidemment. Mais quand même, je m'en rapproche plus que France Info ou que le RN, ça, évidemment. Mais voyons voir comment ils parlent de cet extrait-là, parce que je crois qu'ils ont des bouts de l'extrait qui sont en dehors de ce qu'il y a juste ici. Je crois que vous aimez la culture. Ça dépend laquelle. Bon, déjà, juste ça, juste vous aimez la culture, ça dépend laquelle. Moi, je suis désolé, c'est ridicule hein, de répondre comme ça. En fait, c'est juste... Ils ont un peu des réponses de petits cons par moment, le RN, qui je trouve sont vraiment ultra impertinentes. Et je trouve que c'est... Qui a envie de voter pour ça, quoi, vraiment. Ça dépend laquelle. Bon, alors on va y aller par étapes. Alors déjà, voici la moue que fait l'amoureux de la culture chenue. Oui. Prochain ministre, quand on lui parle de culture, j'ai envie de dire que nous partons donc sur des bonnes bases. Oui. Deuxième chose, ça dépend laquelle, dit-il. Cette phrase implique qu'il n'y a pas qu'une seule culture. On part vraiment sur des bonnes bases. Bah oui. Enfin, je sais pas, il y a des cultures de tout type de peuple, et il y a beaucoup de types de cultures. Enfin, bon, je vois pas l'intérêt de cette remarque-là, mais bon. Et d'autres questions au futur ministre des cultures? Ça dépend Ah oui. Oh putain, bon, ça c'est quotidien, quoi. laquelle. Ça dépend laquelle. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui, enfin, comme tout le monde. Oui, bon. Cette personne va s'occuper du cinéma. Et voici donc la tête qu'il fait quand on lui parle de ses futurs dossiers. On espère qu'il fera cette même tête au César. Et on espère qu'il leur dira ça aussi.
Pour le sens-entendu que toutes les cultures ne se valent pas. Oui, j'imagine que c'est ça, j'imagine que c'est ce côté j'aime la culture. En fait, je pense que le sous-entendu là, c'est de dire oui, bah tu es ministre de la culture. mais bref, j'ai mal lu le tableau. Ah bah t'inquiète, Wannabe Doggy. Mais tu veux être ministre de la culture ou des cultures? Je suis quotidien, je suis très malin. Mais clairement, enfin là c'est juste, oui, bon. Bah, je pensais qu'il y aurait des trucs un peu plus pertinents quand même de la part du quotidien. Le prochain ministre de la culture, c'est quoi un bon film? Un film sans spectateur devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Sébastien Chenu, futur ministre de la Culture, Front National. Bon, c'est pas si pertinent que ça, je pensais que ce serait plus pertinent quand même comme extrait. Mais en tout cas, oui, enfin, ne serait-ce que pour cette déclaration-là, un bon film se mesure au nombre d'entrées qu'il fait, bon, c'est ridicule, ça, évidemment. Mais en fait, même tout le reste et tout le rapport à la culture et tout le rapport au financement du CNC, encore une fois, les gens, le CNC, parce que moi, c'est toujours ce qui me bute, hein, c'est que vous tapez CNC financement, vous regardez du coup les CNC même bilan, CNC bilan 2024. Tout est public, genre vraiment tout est public, toutes les informations sont publiques, vous avez le bilan à l'année du CNC. Vous pouvez pas le croire, vous pouvez vous dire non, je n'y crois pas, je ne sais pas, mais vraiment vous pouvez être dans cette optique-là. Il y a Sean of Sender, trop bien. Merci beaucoup Coco pour le sub, merci, ça fait plaisir. Mais effectivement, tu regardes, donc du coup, il y a des bilans du CNC de l'année et de où est-ce que les gens vont consomment le cinéma, où est-ce que les gens regardent le cinéma, ça évidemment. Vous avez des grands rapports de la part du CNC à l'année pour savoir qu'est-ce qui est consommé de la part de tous les Français. Et ensuite, vous avez une section cinéma avec la fréquentation en salle. Vous avez le financement du CNC, combien c'est financé. Et pareil, vous avez les rapports des commissions. Si je regarde un petit peu, rapport de commission. Tac. Résultats des commissions, voilà, les résultats des commissions, vous les avez à chaque fois, dès qu'il y a une commission de la part du CNC, vous avez donc du coup, admettons, tac, j'ai envie de regarder, appel à projet, avance sur recette, avant réalisation, je regarde un petit peu qu'est-ce qui a été financé, là du coup, le 9 octobre, à cette session-là, donc vous avez plusieurs sessions à chaque fois, et vous avez donc du coup, le prochain film de machin, qui auront l'avance sur recette, et puis voilà quoi. C'est juste ça, à chaque fois, c'est carré quoi, c'est toujours bien vu, c'est toujours tu sais exactement où est-ce que tu vas, tu sais exactement qu'est-ce qui est financé, pas nécessairement la hauteur, mais typiquement là je vais regarder aide sélective aux effets visuels numériques, je crois que l'avance sur recette tu l'as pas exactement, mais voilà, aide aux effets numériques, ça tu l'as, donc t'as combien a été accordé de la part du CNC pour tel long métrage, telle série, tout ça. Vous savez du coup que la saison 2 de Cat Size, il y a 75 000 balles qui viennent du CNC. Voilà quoi, sachant qu'il y a beaucoup de films où il y a besoin vraiment de tout ça, où il y a besoin d'effets spéciaux de plus en plus, hein, bien sûr. Je pense notamment à l'Inconnu de la Grande Arche où il y a tout un travail d'effets spéciaux qui est assez impressionnant. Et voilà, fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. Donc ça typiquement c'est une aide, ça c'est un truc où aussi, ne serait-ce qu'un autre truc hein, par rapport au CNC, mais c'est comme la CAF. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides de la part du CNC où, en fait vous ne... Globalement... Il y a mais il y a beaucoup d'aides de la part du CNC, mais tout comme la CAF, tout comme les trucs en mode, comment ça s'appelle, la prime d'activité à la CAF, des trucs du genre, il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas pourvues. Moi je connais typiquement lors du financement de Mars Express, cette aide-là, aide à l'élaboration et développement de projets audiovisuels, aide au développement et pilote, tout ça, n'a pas été pourvue par Mars Express, tout simplement parce que ils savaient pas que ça existait. Genre voilà, et ça c'est des trucs où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce genre d'aide existe et qui ne savent pas que ce genre d'aide peut être accordé pour des projets, que ça soit là du coup c'est des courts-métrages ou alors c'est des pilotes, tout ça, des trucs du genre, ils savent pas que ça existe. Mais c'était pas cette aide-là, c'était l'innovation audiovisuelle, il y avait une autre aide comme ça qui aurait pu être utilisée, enfin bref, pour ne serait-ce que financer un bout du film, tout ça. Et à chaque fois, il y a des aides qui sont là pour faire en sorte que des films puissent être financés, quoi. C'est rétroactif, non. Donc bon, avance sur recette du 3 juillet. Voyons voir un petit peu. Parce que c'est vrai que là, les dernières avances sur recette, j'avais vu beaucoup de premiers films. Est-ce que là, il y a des films... Voilà, Podum. Podum, ça me dit un truc. C'est pas une adaptation, je suis plus sûr. Montjoie de Noé Debré. Noé Debré, c'est un grand scénariste qui a scénarisé notamment... Dipan de Jacques Audiard, mais aussi Problemos d'Éric Judor. Donc voilà, il y a le prochain du coup Alexandre Aja qui a été financé du coup en partie ici par le CNC grâce à l'avance sur recette. Enfin voilà, il y a le prochain Stéphane de Moustier. Non, je suis content qu'il continue. Producteur petit film.
Voilà. Donc bon. Supprimer le CNC alors qu'avec eux, au pouvoir, ils pourraient abuser ils pourraient pousser les films indés de facto. Oui, c'est ça. Mais en vrai, je comprends pas pourquoi le RN s'embête avec leur amendement alors qu'ils ont juste qu'à attendre de voir s'ils passent en 2027 pour mettre des gens à la culture au CNC. Bah ouais, bah oui, enfin ne serait-ce que ça, c'est un petit peu débile quoi. Mais en fait, parce qu'ils veulent pas. En fait, on peut dire un truc sur. On peut dire un truc bien vite fait sur Macron, c'est qu'il est un peu plus dans ce côté. Moi, j'en ai rien à foutre de la culture, vous faites ce que vous voulez. Donc au moins, il intervient un peu moins, de ce que je comprends, même si, évidemment, il nomme le chef du CNC, le dirigeant du CNC, tout ça, bien évidemment. Mais, au moins, il intervient quand même un petit peu moins de ce que j'ai compris, quoi. Ce qui me fait peur, c'est que là, on parle entre nous, entre personnes qui s'intéressent à ça, mais les politiques de gauche n'en parlent pas assez, selon moi, et ne sensibilisent pas les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et peuvent être convaincues par les déclats de URN. Ouais, c'est vrai, bah c'est un peu moi le problème, c'est-à-dire qu'il y a une personne, je crois que c'est Claire Lejeune si je me trompe pas, qui est spécialiste culture à LFI. Si je me trompe pas, c'est elle qui est plutôt spécialiste vraiment là-dedans et qui est vraiment calée. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, je sais plus, chez LFI qui est vraiment calé en culture et tout. Mais je crois que c'est plus elle. C'est peut-être Sarah Legrain. Je crois que c'est plutôt Sarah Legrain et que je confonds parce qu'il y a un le dans leur nom. Je crois que c'est elle qui est vraiment calée culture entre guillemets. Bon, oui, ça c'est une autre type, mais qui est vraiment calée sur les points culturels notamment et qui a bien parlé de tout ça effectivement et qui effectivement on parle plutôt bien du peu que j'ai pu entendre. Et notamment, je crois qu'il y a aussi, parce que moi je fais partie, je ne viens à aucune réunion et j'ai des mails à gogo pour venir du pôle culture de LFI. Quand je dis que j'en fais partie, c'est vraiment, encore une fois, je suis pas allé à une réunion, c'est juste je suis allé sur leur appli là, je sais plus le nom là, truc populaire, la appel populaire. Je me suis inscrit vite fait au truc culture et voilà quoi. Mais c'est pas à vertu là-dessus quoi. Mais du coup, ils organisent un petit peu des colloques, mais en fait c'est vraiment des trucs effectivement entre eux. En fait, le truc c'est que mine de rien, je pense que ce qu'a voulu faire le RN avec cet article-là, c'est aussi de commencer à lancer des débats. Et en fait, à chaque fois, ils font que en parler. Et moi, c'est ce que je vois tout le temps, c'est que en fait, ils veulent commencer à lancer des discussions, mais en fait, à chaque fois, c'est des discussions, c'est lancer des discussions, c'est Action Populaire, pardon. Ah putain, pardon, j'ai le nez bouché, c'est horrible. Mais je me mouche juste après avoir fini cette section-là sur le truc du RN. J'ai bientôt terminé, on parlera des films de la semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, à chaque fois, je vois des projets. Et pareil, c'est dans des commissions aussi, c'est dans des commissions fermées, je sais plus exactement le nom, mais en fait, vous savez, c'est les commissions où ils sont à 20 dans une salle et à discuter de projets, tout ça. Et en fait, à chaque fois, ils le mentionnent et ils en parlent en disant ouais, alors ça serait bien d'interroger les financements du CNC, des trucs du genre. En fait, ils mettent un petit pied pour dire ah tiens, ça serait bien de faire ça. Et là, je trouve qu'ils sont allés très très loin que de dire ouais, supprimer le CNC, tout ça. C'est ridicule. Genre vraiment, enfin c'est vraiment vraiment ridicule. Et globalement, ils ont voulu aller un petit peu trop loin. Mais en fait, moi, ce qui me dérange aussi dans toutes ces séquences-là, c'est ne serait-ce qu'interroger ce genre de questions. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui démontent. Est-ce que vous aimez Bien sûr, ouais, j'ai eu peur. Je crois que vous aimez la culture. Ne serait-ce que là, la séquence de quotidien aussi qui démonte bien sûr, évidemment, tout ça, bien sûr. Mais moi, ce que je note, c'est que bah en vrai, ils ont pu parler, quoi. Donc c'est un peu ce qui est peut-être pas dangereux, mais en tout cas, ce qui est un peu déjà un petit peu perdu d'avance de la part de, sans vouloir faire un clin d'œil à Orelsan, mais ce qui est déjà un petit peu perdu d'avance de la part de ce genre de questionnement-là, c'est que évidemment qu'il y a que nous, on fait des colloques avec des articles qui font avec voilà une salle pleine, hein, c'est bien, c'est bien fait, tout ça bien sûr, mais c'est entre militants, ça touche pas en dehors de tout ça. Et ne serait-ce que devoir expliquer à quoi sert le CNC, que c'est un système vertueux, que ça permet de financer des bons films, tout ça, que ça permet de financer une industrie qui est vraiment top et qui est vraiment chouette et qui est assez prospère. Bah ça met du temps, ça prend du temps aussi parce que tout le discours vraiment de la part de l'extrême droite, en fait il a vraiment bien avancé par rapport au financement du CNC, donc on rame un petit peu. Je trouve qu'on rame un petit peu par rapport à tous ces sujets-là et que c'est assez complexe de pouvoir en parler vraiment. Mais voilà, mais en tout cas, il y a eu toute l'affaire quand même aussi de la commission d'enquête sur les VSS dans le milieu de la culture pour pouvoir bien aussi parler des problèmes dans le milieu culturel, bien sûr. Là, c'était il y a un an hein, déjà, je crois qu'il y a eu le débrief, bien sûr.
Mais en fait, à chaque fois, c'est vrai que le sujet culturel, on s'en empare pas d'un point de vue plus... Bon, déjà, peut-être parce que je me demande si c'est vraiment la grande préoccupation des Français, ça évidemment. Mais je me demande aussi si c'est vraiment le sujet qu'ils ont envie de porter dans le cadre des émissions, si ça va pas perdre les gens, parce qu'en fait, la vérité, et ça, c'est un truc... Alors, Linguisticae en parlait très bien dans son live assez catastrophique où il mettait en corrélation où il mettait en bataille sa propre cagnotte et à côté les cagnottes palestiniennes, tout ça. Mais d'un autre point de vue, il disait aussi un truc, c'est que dès que il y a un contexte d'inflation, un contexte où les gens ont de moins en moins de thunes, tout ça, bah, ce qui va principalement être délaissé, c'est la culture. Et ça, ils ont un petit peu raison. Parce que effectivement, c'est un petit peu compliqué de financer des projets culturels d'un point de vue individuel, d'acheter des trucs, évidemment, quand tu n'as plus trop de thunes, quoi. Quand t'as plus trop de thunes, moi je le vois parce que j'arrête mes financements pour tout ce qui est Netflix, etc. quand j'ai plus trop de thunes. Évidemment, et bon, j'ai pas repris depuis. C'est pas pour dire que j'ai plus trop de thunes, même si n'hésitez pas à faire des dons, les gens, à vous abonner, bien sûr. Même sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez être super, je sais plus quoi. Mais bref, vous avez des trucs comme ça. Mais bien sûr que quand il y a plus trop de thunes, ben, les gens vont moins au cinéma, les gens vont moins au resto, les gens vont moins faire des activités culturelles. Évidemment, les gens vont en fait un petit peu enlever les loisirs. Et donc c'est pour ça que, ne serait-ce que cet amendement-là... En fait, t'as tout à fait raison à ce niveau-là, Wannabe Doggy, c'est qu'il y a quand même un côté où le service public, en fait, l'anglais sur le côté service public, ça pareil, je sais pas trop si c'est bien vu de la part des gens, mais au moins l'anglais sur le côté, les services publics c'est important parce que, serait-ce que les gens un peu plus vieux qui sont quand même une majorité des gens qui votent, ça peut quand même les toucher de se dire, ah quand même là on touche à un service public, là on touche à quelque chose qui est vraiment, je tiens quand même à mes services publics, je tiens quand même à ça. Et anglais là-dessus, ça peut être plutôt pertinent. Je pense que ça peut être un bon angle effectivement d'attaque. Mais à voir un petit peu comment ça se passe. Parce que je sais pas si ça peut pas être un petit peu à double tranchant. Je suis pas trop sûr. Je parlais en face de Chine. Oui, mais en fait, il y aura pas de débat. Je pense qu'il y aura pas de débat culture entre Chenu et quelqu'un de LFI par exemple. Typiquement c'est quand même un truc où là récemment il y a eu le débat Glucksmann-Zemmour où en fait il avait globalement Zemmour est arrivé et a dit vous avez dit que vous vous sentez plus proche de New York que de l'Alsace ou un truc du genre. Et en fait c'est parti sur un débat d'historien en mode Zemmour qui a fait son Stéphane Bern à la con de dire oui en fait là-bas il y a eu c'était Picardie pardon. Là-bas il y a eu le vase de Soissons, il y a eu machin, enfin des trucs du genre. Qu'est-ce qu'on s'en branle en fait, genre vraiment, et c'est juste montrer, oui, tu as appris tes cours d'histoire, qu'est-ce que je m'en branle du vase de Soissons, Zemmour, genre vraiment, qu'est-ce que j'en ai à foutre du vase de Soissons, au bout d'un moment, est-ce que ça me permet de bouffer la nuit? Non. Est-ce que ça me permet d'être heureux, de savoir que le vase de Soissons c'est un truc qui a existé? Non, j'en ai rien à foutre, genre vraiment, j'en ai rien à foutre de tout ça, parle-moi de la culture actuelle, et c'est toujours un petit peu le débat. Il y a quand même ce truc où je vais le remettre parce que c'est quand même un gros plaisir évidemment, mais comment ça s'appelle, c'est Rougeron, c'est ça, Bégodeau face à Rougeron, c'est quand même toujours un bonheur et moi je suis toujours très heureux de l'avoir bien sûr, mais parlons un petit peu de tout ça. J'arrête de vous torturer avec la culture française parce que effectivement c'est, je sens que c'est pas là que vous êtes le plus concret. En tout cas, ce qui me permet de vérifier que les gens qui sont toujours les grands turiféraires de la culture française sont les premiers à en général ne pas du tout s'y intéresser, en tout cas dans ses modalités contemporaines. Ouais. Moi il m'arrive de le faire. Moi je vois beaucoup de films français, je connais beaucoup de cinéastes français que j'aime beaucoup. Là pour le coup vous avez bien... Non mais aussi des vivants. Vous avez du courage. Des vivants. Non, mais c'est une parenthèse. Là, pour le coup, je reconnais, vous avez un courage que je n'ai pas sur ce point-là. Parce que là, pour le coup, c'est un bien, là où je pense qu'on s'est abîmé, c'est peut-être plus le cinéma. Mais... Ok, prouve-moi ça. Cite-moi des mauvais films français, là. Cite-moi des mauvais films français sortis récemment, sortis il y a pas longtemps. Oui, ça va citer toutes pour une, parce que maintenant, c'est leur Madeleine de Proust de dire oui, on va citer toutes pour une tout le temps. Voilà, bien sûr. Le courage de regarder des films. Oui, comme si c'était vraiment courageux que de regarder un film. Vous avez plus de billes. Ne rentrons pas là-dedans parce que vraiment, je vais... Oui, face à Bégodeau, c'est quand même quelque chose, on peut reconnaître que Bégodeau, il mate des films. Hein, je vais vous mettre en difficulté. Mais ça serait pas bien.
Non, mais j'arrête de vous torturer avec la culture. Oui, voilà, mais ne serait-ce que ça. Et pareil, on lui demandait à un moment, enfin, c'est un extrait quand même assez légendaire. De quelque chose qui serait à la hauteur de la haute idée que vous faites de la France. Ah voilà. Parce que moi, je vous demandais quelque chose comme une incarnation concrète de quelque chose qui serait à la hauteur de la haute idée que vous faites de la France. D'accord. Et là, vous me répondez des trucs que vous aimez bien dans la vie. Vous auriez pu me répondre des éclairs au chocolat, c'était pareil en fait. Ouais, j'aime bien cueillir des fleurs, cueillir des champignons. Non, c'est pas cet extrait-là, je sais plus lequel c'est. Qu'est-ce qui me plaît dans la France actuelle? Qu'est-ce qui me plaît que quelque chose se perpétue. Qu'est-ce qui me plaît dans la grande? C'est toujours un peu ce qu'on demande, et c'est toujours le truc qui, je trouve, met en difficulté, c'est-à-dire que tu vas demander ça, mais même à Zemmour, même à ORN, tout ça, c'est qu'ils vont te parler tout le temps, et je cycle par rapport à ce que je disais au début, mais ils vont te parler tout le temps, de côté où la grande culture française, le côté très français, tout ça, évidemment, et et en fait, après, ils vont bouter en touche, quoi. Ah vrai, je cinéphile live Twitch post club Bégodeau. Oui, voilà, c'est ça. Petite post club à regarder du Bégodeau parce que quand même Bégodeau, on peut reprocher beaucoup de choses à Bégodeau bien sûr, mais face à des droitards, on peut pas lui reprocher grand-chose quoi. Dans la France actuelle? Parce que moi je vous demandais quelque chose comme une incarnation concrète de quelque chose qui serait à la hauteur de la haute idée que vous faites de la France. D'accord. Et là, vous me répondez des trucs que vous aimez bien dans la vie. Vous auriez pu me répondre des éclairs au chocolat, c'était pareil en fait. Ouais, j'aime bien cueillir des fleurs, cueillir des champignons. Ok, je suis super content d'apprendre vos loisirs et des gens que vous aimez bien autour de vous. C'est pas ma question en fait. Quel bonheur. Par exemple, qu'est-ce qui perpétue la grande Pourquoi il a fait culture française en ce moment? Qu'est-ce qui perpétue la grande? Oui, pardon, je vais monter un peu le son. Mais voilà, la question assassine que je cherchais là. Par exemple, qu'est-ce qui perpétue la grande culture française en ce moment? Voilà. Et moi, je suis désolé, hein, mais si vous êtes dans une mentalité très libérale de vous dire la culture c'est un combat, c'est une bataille, il y a des gens qui disent que c'est une bataille, et que vous n'arrivez pas à citer des gens qui arrivent quand même à montrer cette culture française, à montrer ce côté très où on a une belle culture actuellement, bah, c'est que vous avez perdu de base et c'est que vous pourrez plus gagner, donc c'est déjà une défaite en fait. C'est pour ça que même, je sais pas, c'est simple hein, de dire oui, bah il y a Jiménez, il y a machin, qui sont quand même des grands films, tout ça, c'est simple. Il y a des artistes de droite, d'extrême droite, qui sont plutôt pertinents, que même des gauchistes reconnaîtront comme étant des plutôt bons techniciens, des plutôt bons faiseurs d'images, ça évidemment. Mais si vous arrivez même pas à en citer, ne serait-ce qu'un, ne serait-ce que deux, je sais pas, un truc du genre 5 artistes qui quand même font de la qualité. Moi je peux vous en citer des artistes qui font pour moi de la qualité, plutôt même pas nécessairement de gauche ou d'extrême gauche, je sais pas, ou même centré, je sais pas. Sophie Le Tourneur me paraît pas non plus comme étant la plus grande des gauchistes non plus. Elle traite des thèmes très pertinents et elle les traite de manière super chouette. Je dirais pas que c'est non plus quelqu'un entre guillemets engagé à gauche comme étant comme Justine Triet par exemple. Mais il y a des gens comme ça que je citerai comme étant des grands de ce monde quoi, bien sûr, et des grands auteurs actuels. Qu'est-ce qui perpétue la grande culture française? La grande culture française, parce que la France a une grande culture. Ouais, on est d'accord. On est bien d'accord. Oh, il y a de bons écrivains, vous en faites partie. J'en doute pas, vous m'avez jamais lu, mais prenez plutôt quelque chose de Juste ça me fait rire aussi. sincère. Alors, non mais justement... Citez-moi un autre écrivain que moi. Un autre écrivain, ouais, écrivain qui perpétue un autre écrivain que vous. la grande tradition française cultive. Alors, parmi les écrivains, lequel je vais vous citer? Alors, une petite personne. Moi, il me viendrait 15 noms. Oui, moi, oui, bien sûr, enfin c'est pas très compliqué. Alors évidemment, il y a un peu ce côté où quand même, pour rendre à César ce qui est à César. Quand on vous dit là comme ça, allez, de but en blanc, le chat, citez-moi 5 réalisateurs français. Ça peut être un peu compliqué, voilà, forcément. Mais au bout d'un moment, cette pause-là, ça fait depuis 30 secondes qu'on lui a posé la question, quoi. Genre, c'est pas possible. Hein. J'en ai quelques-uns. Non, mais j'arrête de vous torturer avec la culture française. Et je crois qu'il cite après Juan Branco, c'est tout. Genre, il cite Juan Branco, c'est tout. Genre, vraiment, c'est minable, c'est minable. Et encore une fois, petit rappel, les gens, mais l'extrême droite et la culture, ça fait pas 2, ça fait 3, quoi. C'est vraiment quelque chose où c'est pas possible. Et c'est pour ça que, ne serait-ce que dans le domaine de la culture, ils sont mauvais. Et c'est pas le domaine non plus le plus dur sur lequel s'informer. Je pense, enfin, bon, personnellement, je me dis quand même que y a quand même quelque chose où se renseigner sur le domaine de l'économie, typiquement, la science molle parfaite, évidemment, bah, c'est compliqué, bien sûr, ça peut être dur, évidemment, mais
c'est quand même moins simple que de s'informer que la culture. La culture, encore une fois, vous regardez 3 vidéos explicatives sur c'est quoi le CNC, et vous savez quasiment plus que 90% des gens. Vous avez peut-être encore quelques petites lacunes, mais c'est tout, quoi. Donc bon, soit ton réel de droite préféré, vraie question. Français ou international? International, je pense que ça reste Clint Eastwood, tout de même. Parce que même si, enfin, c'est un réal de droite qui fait des films de gauche, donc c'est facile. Mais, enfin, qui fait des films majoritairement de gauche. Mais mon réal de droite, là, comme ça, préféré, je pense Dumont m'intéresse aussi beaucoup, mine de rien. Il y a quand même quelque chose où, même s'il fait des films assez compliqués par moments et tout, il m'intéresse pas mal. Dupieux, je l'aime bien aussi. Je sais pas s'il est de droite, de gauche. Encore une fois, lui, il répondra jamais à ce genre de questions-là. Moi, je le classerais plutôt de droite vu le second acte, qui pour moi est enfin le deuxième acte. Voilà. Mais après, je sais pas trop s'il y a vraiment d'autres réals de droite que j'aime bien. Renoir, oui, forcément, quand même. Vivant ou mort, je sais pas trop, mais voilà. Après, je sais pas, il y a pas non plus. De toute manière, c'est aussi un truc où il n'y a pas non plus 10 000 noms de réal de droite, ça bien sûr, mais voilà, un Rougeron aurait cité Jiménez, voilà. De Moustier, je sais pas s'il est de droite, hein. Son dernier film me fait me dire non, mais en même temps, je sais pas trop. Donc ouais, Mel Gibson, c'était un grand réal, mais là récemment, plus trop, quoi. C'est aussi ça. Et je sais pas trop en vrai s'il y a vraiment d'autres grands réals comme ça. Je pense que d'autres... ouais, de Moustier, je pense quand même que L'inconnu de la Grande Arche, c'est pas non plus... le film le plus gauchiste, mais c'est pas non plus le film le plus de droite du monde, quoi. J'en vois juste le clip qui parle du cinéma français, les gens, parce que ne serait-ce que ce clip-là, c'est quand même quelque chose. Et j'en vois, voilà, vu que je l'ai sous la main, je l'envoie aussi l'autre clip où il se fait roast, bien sûr. Les gens, vu qu'il y en a qui le demandent dans le chat. Mais ouais, niveau réel de droite, je sais pas trop, hein. Après, Gilles Lelouch, j'aime bien sa patte. Enfin, j'ai pas non plus boudé mon plaisir devant L'amour ouf. Est-ce que c'est un film de droite, de gauche? Ouais, quand même, quoi. Perso Capra, j'avais pas vu comme étant... Ouais, oui, c'est vrai quand même que... c'est pas mal, quoi. C'est qui est un réal clairement de gauche? Oh bah Pierre Carle, quand même. Pierre Carle, Gilles Perret aussi, bien sûr, qui... Vraiment, eux qui traînent vraiment dans des sphères de gauche, clairement. Justine Triet, évidemment. Mais après, Pierre Carle et Gilles Perret, c'est un peu triché parce qu'ils font majoritairement des documentaires. Gilles Perret, il a fait un film qui s'appelle Reprise en main, qui est de fiction, qui était vraiment chouette. Mais sinon, ouais, alors c'est sûr que Ruffin, voilà, pareil, évidemment que c'est quand même un réal plutôt clairement de gauche. Mais ouais, Trier, vu qu'elle a vu même plein de trucs. Guiraudy, c'est vrai que je le mentionne pas assez, mais Guiraudy, évidemment. Guédiguian aussi, c'est quand même un réal clairement de gauche qui a mentionné son attrait pour le Parti communiste. Laurent Canté, ça a été un réal clairement de gauche également, notamment qui a fait Entre les murs avec Bégodeau. Donc bon, voilà. Et tous ces films parlent de ça, parlent de ce côté l'une des classes. Du coup, Campillo qui a repris aussi. Dominique Moll, on va revenir dessus. Ouais. Ouais, il est de gauche un peu molle peut-être. Voilà quoi. Mais je trouve que ouais, Campillo du coup avec 120 battements par minute, on peut dire quand même que c'est plutôt de gauche aussi. Oh, Maïwen, les gens, elle a quand même frappé Edouard Plenel. Voilà. Keshish, c'est quand même quelqu'un où je sais pas trop quoi. Parce que d'ailleurs, j'avais dit une connerie dans un des derniers lives et je me reprends là-dessus. J'en ai parlé un peu en commentaire, mais j'avais dit une connerie par rapport à Keshish, c'est que j'avais dit que il est, selon certains, alors je crois que je l'avais dit en mode ouais, je suis plus trop sûr, mais qu'il était plutôt admirateur de Jean-Marie Le Pen. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il disait si j'avais le choix entre Sarkozy ou Le Pen, je voterais plutôt Le Pen parce qu'il est plus proche parce qu'il est plus proche du peuple. Un truc du genre. Donc voilà. C'est validé la sortie. Oui, c'est validé. Tavernier, je connais pas assez son cinéma. Dupontel, mine de rien, Albert Dupontel, est-ce qu'on peut dire... Enfin, je pense qu'il est un peu gilet jaune, bizarre, mais plutôt à tendance de gauche. Vu certains de ses films, il y a une scène qui est géniale dans Adieu les cons, où en fait il voit à quel point tout a changé dans la ville à cause des finances publiques, tout ça. Donc ouais. Être gauche de forme est plus rare qu'être gauche de fond. Pour moi, Godard est de gauche de forme, mais pas forcément dans le fond. Oui, voilà, c'est ça.
Donc ouais, là je lis forcément. Donzelli, je connais pas assez. Un art de gauche, ouais, pour moi c'est un peu ça, c'est un peu un art de gauche gilet jaunesque. Notamment second tour, j'ai pas vu, Ascript c'est un peu mauvais. Il faudra que je mate, que je rattrape un jour ça dans sa filmo, mais c'est vrai qu'il est très anard, bizarre quoi. Et en même temps, quand tu sais que ses inspirations c'est genre Terry Gilliam qui a viré un peu Trumpiste bizarre, je suis pas trop sûr quoi. Donc ouais, je sais pas, il y a des réals de gauche, il y a des réals de droite, il y en a un peu partout quoi. Et il y a beaucoup de réals qui sont assez centristes quoi. Il y a beaucoup de réals qui se positionnent pas trop politiquement, même si leurs films se positionnent. Oui, Costa Gavras, et même Romain aussi, quand même, on va pas se mentir. Ils sont plutôt de gauche aussi. Mais Costa Gavras, ça évidemment, bien sûr, qui est vraiment un réal de gauche, et évidemment. Et un réal, après, même lui se dira partisan, mais en fait c'est un réal de gauche quoi. On faire une tier list, oui voilà, faudrait une tier list des réals de gauche et des réals de droite préférés quoi. Et en fait, faudrait une tier list des positionnements politiques. Ça par contre, ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'il y a personne qui a fait, enfin il y a eu des tier list réals selon l'appréciation, il y a eu des tier list streamers selon la positionnement politique, mais il n'y a pas eu de tier list réal de gauche ou de droite quoi.